Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité David McNeill. Bonjour. Alors tout le monde connaît l'auteur, compositeur, interprète, le romancier que vous êtes, mais vous êtes aussi le fils du peintre Marc Chagall. Vous êtes né à New York en 1946, vous arrivez en France à Vence avec vos parents en 1948, où vous passez une petite enfance heureuse jusqu'à leur séparation en 1952. Alors vous avez consacré un livre à votre père il y a une vingtaine d'années, son titre « Quelques pas dans les pas d'un ange », un ouvrage que vous venez de republier chez Gallimard dans une édition revue, augmentée et illustrée de peintures, de dessins et de photos méconnues de Chagall, tout cela issu de votre collection personnelle. Alors, est-ce que c'est juste de dire, David McNeill, que ce livre est quelque part une chanson d'amour pour votre père ? Certainement. Certainement. C'est-à-dire que j'ai eu des relations avec mon père qui étaient évidemment très très difficile parce qu'à l'âge de 5 ans et demi, je me suis retrouvé dans des pensionnats et des collèges. Je ne le voyais qu'en été. Et j'étais peut-être un peu trop jeune pour comprendre un peu l'homme qu'il était. Et je l'ai compris plus tard. Et c'est un peu ce que j'explique dans ce livre. Et c'est donc, c'est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour. Absolument. Et surtout de regret. De nostalgie ? Oui, nostalgie. Non, nostalgie, ce n'est pas le regret. Mais la nostalgie, c'est le regret d'une période qui n'aurait pas existé. Le regret peut faire partie simplement de rêves qu'on peut garder en soi et qui sont actuels. Donc, ce n'est avec aucune nostalgie que j'écris ce livre, c'est en essayant de me mémoriser ? Remémorer. Oui. Des périodes magiques, voilà. Période magique. Attendez, redisons ça, remémorer, mais pourquoi pas. Et il est très bien écrit ce livre, vous avez du talent. J'ai surtout un bon éditeur qui corrige tout derrière moi. Oui, je crois qu'il n'a pas beaucoup de corrections à faire. Non. Les 2 ans à New York, vous en souvenez ou pas ? Non, pas du tout. Mon premier souvenir, c'est la Côte d'Azur. Mes parents louent une maison je crois que c'est au Cap d'Antibes ou un truc comme ça. Mes premiers souvenirs, c'est le sud de la France. Mmh. Donc je pense que je ne suis pas un Américain. 52, le sud de la France. Oui, sans doute. Oui, sans doute. C'est ce que j'ai lu dans le livre. Et donc, vous arrivez à Vence avec vos parents. Vous citez votre mère. Quand vous parlez de votre mère, Virginia, vous écrivez, c'est elle qui disait ça, comment exister à côté d'un génie, vous écrivez ça, pardon, d'un génie dévoré par une passion qu'il n'avait pas du tout envie d'apprivoiser. C'est aussi ce que vous avez ressenti ? Non, parce que être la femme ou l'amoureuse d'un homme tel que lui, c'est tout à fait différent que d'être l'enfant. L'artiste qu'il était, qui vivait dans son monde, évidemment, quand il s'adressait à moi, redevenait un enfant lui-même. Et je comprends ce que ma mère a dit, parce que l'homme était invivable. Maintenant, tous les grands talents que j'ai pu rencontrer dans ma vie sont des gens invivables. Vous aussi ? Si j'avais un grand talent, je le serais. Vous avez un grand talent, donc vous l'êtes. Vous avez en tout cas... Non. Et je remémore le fait que je... On va en parler. Mais vous avez longtemps caché votre ascendance, David McNeill. Pas caché, c'est différent. Et il y a eu un déclic. Non, je l'ai tué parce que franchement, quand je suis arrivé dans le monde de la musique, je voulais pas que mon père pense que je me servais de son nom pour comme tremplin. Ouais. Et puis, le jour où Yves Montand m'a demandé tout un album, j'avais 35 ans, je crois, j'ai dit, OK, là, maintenant, je joue dans la cour des grands, et là, je vais dire qui est mon père. Et alors, il y a une anecdote, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Je crois que Marc Chagall, votre père, il a croisé le bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, et il lui a dit « Mon fils chante aussi, il écrit des chansons pour Yves Montand. » Non, il n'a pas dit Yves Montand. Il a dit, quand
C'est pour dire que mon père, on croit qu'il vivait dans un monde à lui, tout à fait séparé de l'autre monde, c'est-à-dire le nôtre. Et il écoutait la radio, il savait toutes sortes de choses, et on se demande comment. Et quand Bill Wyman est arrivé, il lui a dit bien sûr bonjour, bienvenue. Et il lui a dit, bien, et vous savez que mon fils fait aussi de la musique. Et Wyman m'a répété ça à la Colombe d'Or à Saint-Paul. Et j'étais, mais vraiment très étonné du fait qu'il sache que moi je faisais, parce que je pensais qu'il s'en fichait totalement. Ah bon? Ouais. Et cet homme savait tout. Et c'est vrai que c'est ce jour-là où vous vous êtes dit, maintenant je peux dire que mon père... Non, Non, j'ai commencé à dire maintenant, je suis dans la cour des grands, je fais tout un album pour Yves Montand. Là, j'ai dit maintenant, je n'ai plus besoin d'ouvrir des portes. C'est moi qui vais commencer à ouvrir des portes pour les autres. Sans flagornerie ni prétention. Alors avant de parler de ce que vous avez fait dans le monde de la chanson, est-ce que c'est vrai que vous vouliez être clown ou faire du cinéma quand vous étiez jeune, et pourquoi? Alors clown, ça c'est enfant, mais tout le monde veut être clown. Et il finit par l'être, non? Un peu. Regardez dans les EHPAD, tout le monde est clown. Donc on finit par tous être des clowns. Ça dépend qui, hein? Ok. Le cinéma, ça me plaisait. Ouais. Maintenant, la première chose que je voulais, moi, c'est architecte. Et j'ai été attiré par la musique pour l'amour de la nuit, des gens de la nuit. L'architecture, c'est un peu monastique, sérieux. Et un jour, j'ai entendu à Antibes, dans une soirée, on fêtait les 75 ans de Duke Ellington. Et vous savez, les joueurs de jazz américains qui arrivaient à 75 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Et Duke Ellington a dit, si j'avais su que je vivrais aussi longtemps, j'aurais été architecte. Donc, Duke voulait être architecte, il est devenu musicien, moi aussi, ça me va. Et aujourd'hui, vous dites, j'aurais dû être architecte? Je dis, je suis content d'avoir suivi Duke Ellington. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un rapport entre la chanson... Ou alors construire une maison pour Duke Ellington. Voilà. Il y a un rapport entre la chanson et la peinture? Le seul rapport entre la chanson, la musique et la peinture, c'est l'émotion. C'est tout. L'émotion, la transmission peut-être aussi? Non, c'est l'émotion, parce que le visuel et l'écoute sont des choses tout à fait différentes. Mais l'émotion, point. L'émotion qu'on peut donner avec une peinture, qu'on peut donner avec une mélodie, ou un poème, ou un pas de danse. Et tous les arts ne font que simplement provoquer l'émotion. Alors, vous avez écrit des chansons, des livres, notamment des livres pour enfants aussi. Comment vous avez réussi à lier... Redites ça, réussissez-vous, parce que moi vous avez réussi, vous réussissez. Meurez et réussissez-vous. Voilà. Et j'écris moins bien que vous, hein, ou je parle moins bien que vous. Non, mieux, on reprend. Et comment donc vous avez réussi à allier, quelque part, humour, musique, poésie? Oh mon Dieu, ça c'est une question difficile. Ouais. Parce que c'est un peu vous, ça. Hein. Non, je vous savais sournois, mais pas à ce point-là. Et musique, poésie... Humour. Et humour. Ouais. Est-ce que vous pensez que qu'on peut opposer l'un à l'autre? Regardez. Non, mais ça peut être complémentaire. Oui, complémentaire, totalement. Certains opéras de Mozart, par exemple, c'est Così fan tutti, ou La flûte enchantée, c'est bourré d'humour et de poésie. Et si on arrive, et c'est pour ça que la question est intéressante, si on arrive à lier l'humour, le divertissement, la poésie, et je reviens à ce mot, l'émotion, alors peut-être qu'on a réussi à faire quelque chose de bien. L'humour, l'émotion que vous avez, c'est quelque part l'humour, l'émotion de Marc Chagall? Il y a de l'humour chez Chagall, bien sûr, parce que le cirque, c'est l'humour. Mais jamais la dérision. Jamais la dérision. L'humour du clown n'est jamais dérisoire, jamais. Et c'est un humour poétique. Et la poésie chez Chagall rejoint l'humour chez le clown. Alors la poésie, l'humour, il y a une scène que vous racontez dans votre livre, c'est quelque part un peu de l'humour. Cette histoire des galets peints par votre père, qu'il lançait, ou que vous lanciez,
dans la mer parce que c'est plus compliqué. C'est que nous avions une belle-mère que vous appréciez beaucoup. Hein. Oui. Entre magicienne et sorcière, il y a un des deux qui convient, et c'est l'autre. Et de temps en temps, elle nageait très bien, je dois dire, très bien. Et pendant ce temps-là, mon père et moi, on restait au Creux de Cagnes, où il y a des galets. Ce sont des plages avec des beaux grands galets. Et mon père ne pouvait jamais s'empêcher de dessiner sur un bout de papier, sur une nappe de restaurant. Il avait toujours des crayons gras dans la poche. Et dessiner sur les galets, mais des merveilles, des sirènes, des poissons. Et on savait que soit la sorcière, soit la magicienne, peut-être le premier, allait refuser qu'on les ramène à la maison, ou alors les ramener et les aurait vendus sur une foire, disons, à Francfort, une foire, sorcière, ou l'autre. Et on décidait, mon père et moi, de faire des ricochets avec ces galets décorés. Donc, j'explique à la fin du chapitre que si on nage en face du Mogador, la plage Neptune et Mogador, entre les deux, on va les voir. elles existent encore. Et si on nage avec un masque à 2 ou 3 mètres de profondeur, on peut trouver le musée. Et j'appelle ce musée le musée des méduses. Et j'imagine que les méduses en été viennent non pas pour urtiquer et embêter les nageurs, mais viennent pour voir le musée des méduses entre le Mogador et j'ai oublié. Neptune. Le Neptune. Vous allez voir cet été, tout le monde va aller voir, va essayer de trouver des galets de Marc Chagall. Hein? On essaye cet été ? On essaye. Il y a eu une autre scène que vous racontez, ce souvenir du jour où dans un bistrot de l'île Saint-Louis, Marc Chagall rencontre des peintres en bâtiment, alors que lui-même est vêtu comme eux avec des vêtements parsemés de taches de peinture. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Parce qu'il lui dit que vous êtes aussi dans le bâtiment. C'est-à-dire, mon père aimait ce qu'il appelait des restaurants populaires. Il n'aimait pas les restaurants chics avec des sommeliers. Non, il aimait les restaurants populaires où quand ma belle-mère, qui était soit un diable, soit une princesse, mais à mon avis c'est l'autre, tombait malade, et heureusement elle est tombée souvent malade, mon père m'emmenait dans des restaurants populaires. Et ce que l'histoire que je cite dans mon livre, que je raconte dans mon livre, c'est qu'on arrive dans un petit bar populaire de l'île Saint-Louis. Et mon père avait des taches de peinture sur les doigts, et lui disait qu'il avait peint depuis 50 ans et que la peinture était imprégnée jusqu'aux os. Et on s'assoit, on trouve vite une table, et à côté, il y avait des peintres avec et mon père, avec ses doigts maculés de peinture, dans ce genre de restaurant, on se parle d'une table à l'autre. Et un des ouvriers dit, dites-moi, vous travaillez dans le coin ? Et mon père a simplement dit, oui, je fais un plafond à l'opéra. Voilà. Hein, c'était au moment où il faisait le plafond de l'Opéra de Paris. Voilà, c'est ça. Et il était modeste, mais aussi heureux de faire partie de ce qu'il appelait des artisans. Et jamais il a accepté qu'on l'appelle maître. Il détestait ça, il disait centimètre. Et que des artisans le considèrent comme un artisan, c'était plus de bonheur que d'inaugurer le plafond avec le général de Gaulle. Oui, parce que vous parlez de cette scène, hein, quand il a inauguré le plafond avec le général de Gaulle. Ouais. Hein? Moi, j'étais pas là, j'étais au 6e poulailler, parce que les places avaient été choisies par ma belle-mère, qui était soit une sorcière, soit une magicienne. Décidément. Et elle vous a gâté. Est-ce que vous connaissez l'Opéra de Paris ? Bien sûr. Alors, attendez. Le poulailler de l'Opéra de Paris, c'est quelque chose d'aussi dangereux que le plongeoir des 15 mètres aux Jeux Olympiques. Non. Essayez ça. Quand on sautait. Non, mais attends, sauter. Il n'y a pas de rambarde, il n'y a rien. Ouais. Vous ne voyez strictement rien. Mais vous voyez le plafond. Vous voyez le plafond d'en haut, donc vous voyez rien, vous voyez le lustre. Mais le lustre est beau. Mais depuis, vous êtes retourné ? Oui, je suis retourné pour montrer à mon fils, puis je suis retourné pour montrer à mes petits-enfants. Et ils vous disent quoi ? Généralement, ils disent rien, parce que c'est tellement magique que quand on sort de là, il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a des yeux
on ne doit pas parler de l'émotion dont je parle toujours. Il ne faut pas décrire l'émotion. Alors, on ne va pas décrire l'émotion, mais on va parler de vos compositions. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais curieusement, ce sont vos compositions pour les autres qui vous ont quelque part rendu célèbre. Vous avez écrit pour Yves Montand, vous l'avez cité, Jacques Dutronc, Laurent Voulzy, Julien Clerc, Carole Laure, Renaud, Alain Souchon, Sacha Distel, Catherine Deneuve, Sainte-Sévérino, Philippe Laville, j'en passe encore, ou encore Robert Charlebois, qui disait ici la semaine dernière, il était à votre micro, que vous étiez son meilleur ami. Est-ce qu'on peut écrire, d'ailleurs, pour des gens qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais non. D'abord, j'écrivais très peu pour les autres. Et ça fait beaucoup de tubes, hein ? Et non, quelques-uns. Mais la plupart des gens, et ça paraît étrange, parce que quand on voit Sacha Distel, je veux dire, on se dit, mon Dieu, ça fait pas partie de son monde. Sylvie Vartan en fait pas, parce que je la connais pas. J'ai peut-être dîné avec elle une fois. C'est simplement la sympathie que vous inspire les gens et qui vous disent, j'ai vraiment envie de chanter une chanson de vous. Et j'ai écrit une chanson pour Dick Rivers, par exemple. Ah oui, Dick Rivers. Ouais. J'ai écrit pour Dick Rivers et Dick, il m'a invité chez lui, il m'a invité à dîner, j'étais reçu tellement bien. Il m'a dit, fais une chanson, faisons. Et j'ai dit, bon Dieu, ça, oui, ça m'intéresse. Maintenant, si on me dit, un éditeur me disait, écris une chanson pour machin ou chose que je connais pas, non. Non, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Hein, Il faut un déclic. Comme dirait, déclic, ça c'est en français, et Robert Charlebois dirait, il faut que ça clique. C'est le bruit du bouton pression. Vous savez. Et donc l'amitié avec Robert Charlebois Pourquoi 40 ou 50 ans. Alors, je ne vais pas paraphraser, bon, c'est idiot de redire, c'est parce que c'était lui, c'était moi. Évidemment, pourquoi, comment. Si on analysait les amitiés, on fermerait sa porte. Et c'est facile, on a facilement des potes, des amis dans ce métier ? Non. Hein ? Non, j'ai très peu d'amis. Ouais. Très peu d'amis. Pourquoi, c'est quoi ? C'est un milieu fermé, hostile ? C'est pas fermé, c'est pas hostile, c'est que tout le monde est sur la route et qu'on n'a pas le temps de se connaître. Et quand l'un est sur la route, l'autre est en studio, et quand le troisième... Et c'est dommage, parce que peut-être qu'on pourrait... peut-être que je pourrais être un grand ami de Ringo, le mari de Sheila, je sais pas. Ouais. On peut plus lui demander. Il est mort ? Il me semble. Mais non. Non ? Un type comme ça meurt pas, jamais. Ouais. Racontez-nous l'histoire de Mélissa, la chanson de Julien Clerc. Ah, Mélissa. Alors, comment raconter ça ? Ça part de Matisse, hein ? Oui, ça, bon, alors, Julien me joue une mélodie dont personne ne veut. Rhoda Gilles, ni Jean-Louis Labadie, personne n'en veut parce que c'est difficile d'écrire. Dans une phrase aussi saccadée, d'écrire quelque chose d'intelligent, c'est vraiment complexe. Et j'écris un truc. Je reviens personnellement d'Ibiza, où j'allais à l'époque où c'était pas encore le grand cirque. Et il y a une plage qui s'appelait les Salines, qui est une plage nudiste. Et avec mon ami Arlene Quist, qui est mon publisher américain qui faisait mes livres pour enfants, on traverse cette plage, c'est 5 km de cul. Et de fesses. Vous-même, vous étiez... Mais on marchait pour aller boire un verre. Vous y aussi à poil ou pas ? Non, on avait un maillot. Enfin, je pense. Aucune importance. Et on rentre chez moi, avec Arlene. Non, on était habillés. On rentre chez moi, et à 100 mètres de la petite baraque pourrie que j'avais louée, il y a, mais loin, très loin, derrière un rideau de perles, il y a une fille qui prend une douche. Et ça, bon Dieu, que c'était sexy. Comparé aux 5 km de cul. Et quand Julien me dit, fais-moi une chanson, je pense à un type qui dit, l'érotisme, c'est d'imaginer. Bon. Et j'écris l'histoire d'un type qui loue des canevas et des peintures à l'huile et des chevalets et des pinceaux, mais à 100 mètres, sa copine en terrasse, et il dit, messieurs, imitez Matisse, louez mes chevalets et mes peintures. Et ça sonne bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et alors, j'arrive chez Julien, il me dit, mais personne ne connaît Matisse. Et c'était avant que Matisse ait eu une rétrospective au Grand Palais.
C'est vrai que les gens ne connaissaient pas vraiment Matisse. Et moi, je lui ai dit, écoute, on va descendre dans la rue. On va demander à 10 personnes. Et si jamais il n'y a pas 7 sur 10 qui répondent, évidemment, je connais Matisse, je te fais autre chose. Et on descend dans la rue. Et il y a une petite dame qui passe, qui est exactement ce qu'on veut. Et on dit, madame, connaissez-vous Matisse? Et la dame nous répond avec un accent portugais assez accentué. Elle dit, excusez-moi, je ne suis pas du quartier. J'ai donc réécrit. Bon, j'avais promis. Et donc, c'était Mélissa. Et c'était devenu Mathéma Métis au lieu de imiter Matisse. Ouais. Mais ça serait bien que Julien reprenne maintenant imiter Matisse. Ouais. Maintenant qu'elle a fait le tour du monde. Quand la dame vous a dit, on parlera de la peinture après, Matisse, en gros, je connais pas. Quelque part, vous êtes dit, c'est bien pour mon père ou pas? Parce qu'il y avait une espèce de rivalité entre les deux. Non. Mon père admirait Matisse. D'abord, Matisse était beaucoup plus âgé. Et mon père, il avait un respect fondamental pour Matisse. Le fait est que certains édiles ont refusé, par exemple, à mon père de décorer une petite chapelle, alors qu'ils ont accordé à Matisse de faire une chapelle à lui-même. Mais moi, je me souviens, même très enfant, d'avoir été chez Matisse à Cimiez, au-dessus de Nice, et les deux hommes se respectaient immensément. 2 mètres. Non, 1 mètre et 1 centimètre. 2 mètres. Justement, Chagall, transmission, retour à Chagall. Qu'est-ce que vous a transmis votre père? Quels souvenirs vous gardez de lui de votre enfance? Alors, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est acheter le livre. Tout est dedans. Oui, mais je suis sûr que vous avez en tête des histoires qui Si j'avais mieux, des images. Si j'avais mieux, Frédéric, si j'avais mieux, je l'aurais mis dedans. Oui. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent et qui se disent qui veulent, on va acheter le livre. Qui ne veulent pas acheter le bouquin. Faites un petit... Non, ils vont l'acheter, mais un petit teasing. Un teasing? Oui, sur le livre. Alors, Chagall. Demander un teasing après ce bouquin, c'est comme me demander des James Cameron et de faire un Titanic 2. Alors, on va préciser les choses. Est-ce que vous devez avoir en tête le souvenir de ses paroles, de sa voix, de son accent? Oh, bien sûr, ça c'est la musique. Il parlait beaucoup russe d'ailleurs. Il parlait français avec un accent russe. Moi je parle très mal le russe, très mal. Mais bon, quand on est un gamin, on finit par comprendre un peu les langues. Mais il parlait français avec un accent. Mais beaucoup de russes. Yiddish aussi? Bien sûr, yiddish, bien sûr. Mais non, bien sûr, yiddish. Mais il parlait comme beaucoup de transfuges russes ont gardé leur accent expressément. Parce que j'ai même rencontré un jour un fils d'émigré russe qui parlait avec accent russe. Et c'était un type... Parlez-nous avec l'accent russe, justement. Vous voulez que je parle avec l'accent russe, voilà. sans article. Voilà. Si tu mets article, n'est pas russe. Voilà, et donc c'est ça. Et ça, c'était l'accent de Chagall? Non, ça c'est l'accent du type dont je vais vous parler. Ouais. Et le type, je le vois, j'ai dit, mais bon Dieu, vous avez un accent russe, vous êtes né en Russie? Il dit, non, je suis né à Neuilly. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu as un accent russe? Il dit, pour faire plaisir parlant. Et le type a parlé avec accent russe pour faire plaisir parlant. Ça, c'est de l'amour. C'est l'amour. C'est de l'amour familial, non? Et donc, vous parlez accent russe, accent yiddish? Moi, accent yiddish, je peux vous faire, mais je ne le ferai pas sur Radio J. Mais si, vous pouvez le faire, allez-y. Vous voulez? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez me raconter une histoire yiddish? Attendez, mais attends, je ne sais pas faire accent yiddish. Quand j'écris mon livre, j'avais des besoins de trouver des mots en yiddish. Et j'ai demandé à Serge Rafal, mon ami, Serge Rafal, de m'écrire les mots en yiddish. Et il y a beaucoup de mots en yiddish dans le bouquin. Y compris des plats. Hein, et des plats. Latkes, matzot, tout ça c'est dans le livre. Oui, et qui sont dus à Serge Rafal, que je n'ai pas cité dans le bouquin, mais dès qu'il y aura une réédition, je promets de le faire. Voilà, et donc, mais en tout cas, maintenant, les auditeurs le savent. Serge Rafal qui a des émissions ici à Radio J. Et qui mange des latkes. Latkes, des matzot, et vous parlez de tout ça. Absolument. Hein, et vous parlez aussi dans ce livre des promenades que vous faisiez avec votre père dans l'arrière-pays niçois, vers Vence, Saint-Paul-de-Vence. Saint-Genès.
Saint-Genès. Oui, tous les jours, il faisait une promenade d'une heure vers Saint-Genès, toujours la route, mais qui malheureusement s'appelait à ce moment-là l'avenue Henri Matisse. Ah oui, c'est juste ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, vous dites Matisse. Comment voulez-vous être Chagall habiter avenue Matisse? Il y habitait quand même. Si Matisse avait habité avenue Pizarro, je veux dire... Ou avenue Chagall? Non, ça il l'aurait supporté. Moi, je veux bien... Non, aucune comparaison, parce que... Non. Et que d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui, partout, des rues Chagall, des lycées Chagall... Il n'y a pas de lycée Chagall. Il y a Avance. Malheureusement, il y a un minuscule petit rond-point Chagall. C'est tout? Ah oui? Oui, non, c'est minable. Et c'est dommage, parce que... Mais bon, les Vansois, on a voulu quitter Vence pour Saint-Paul. Et moi, je dis dans mon livre, ça serait bien une promenade Chagall, le long des remparts pour les amoureux. Promenade Chagall, Biélorussie Chagall, Biélorussie natale, qu'il a connue sous les tsars et sous le régime soviétique. Il vous en disait quoi, votre père, de sa Biélorussie? Rien. De Vitebsk, où il est né. Redites ça. Vitebsk, c'est ça, non? D'accord. Non. Non, ça se dit pas comme ça. C'est pas grave. Comment on dit? Dites-moi. Vitebsk. Vitebsk. Oui. Non, mais c'est pas grave. Le tout. Non, mais c'est pas grave. Non, il me parlait pas parce que vous savez du shtetl. Oui, mais les migrants. Ouais. Et je pense que tous les gens qui sont enfants de migrants, les parents leur parlent pas. Leur parlent pas. Dans les familles, on parle pas du passé, on parle de l'avenir. Et dans la culture juive, les noms changent au fur et à mesure qu'on change d'endroit. Et on prend les noms, comme les gens qui venaient de l'Est se sont appelés avec des noms allemands, puis avec des noms français. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on trouve des Newman. Et il est dans la tradition juive de changer de nom quand on change de pays. D'ailleurs, le nom de votre père, au départ, c'était pas Chagall. Segal. Segal. Oui, mais c'est pas changé parce que en russe, le S se prononce chez, donc c'était Chegal. Et il a rajouté, Chagall, c'est très proche. Ça ressemble. Pardon. Et il est retourné en Russie, à Moscou en 1974, avec votre chère belle-mère. Oui, il est retourné, poussé par ma chère belle-mère, à qui on avait promis de récupérer le pognon confisqué par la Révolution. Donc son nom, c'était le pognon des Brodsky. Des Brodsky, des sucres Brodsky. Ouais. Les sucres Brodsky. Et mon père, quand il était déjà un homme très connu, vraiment célèbre, a envoyé à ma sœur Ida une lettre en disant « Tu sais quoi, je vais épouser la fille des sucres Brodsky. » Plus personne ne savait qui étaient les sucres Brodsky. Et là encore moi aujourd'hui, vous allez me le dire. Vous connaissez pas les sucres Brodsky? Non. Et c'est étonnant que dans sa culture, peut-être ils avaient manqué d'argent et de sucre. Et tout. Mais imaginez-vous, quelqu'un vient, je vais épouser la fille Béguin. Béguin, c'est ce que j'avais dit. Béguincé. Ouais. Mais vous appelez Picasso. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Et alors, justement, Picasso, Chagall, la passion pour l'art, c'est héréditaire ou pas? Je pense pas que la passion. La passion, c'est une chose. Maintenant, le talent, c'est une autre. Et justement, le talent, c'est héréditaire chez les Chagall? Non. Non, le talent n'est pas. Non. Malheureusement, non. La passion, c'est autre chose. Le talent, non. Non. Le talent est quelque chose qui. C'est un cadeau de la nature et c'est tout à fait incompréhensible. Comme mon père a reçu un talent magique et son papa était manœuvre dans une fabrique de harengs. Donc, où est l'hérédité? Est-ce qu'il n'aurait même pas su saler un hareng? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais entre vous et lui, il y a peut-être une hérédité, une transmission de talent? Non, il m'a donné l'envie du beau, de la découverte.
et surtout de la curiosité. Je suis un homme curieux de tout, d'absolument tout. Et c'est évidemment que ça m'enrichit, question musicale ou en tout, d'être curieux. Mais la curiosité, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est-à-dire ça dépend plus de l'éducation que c'est pas génétique. Le talent n'est pas génétique. Et le génie? Le génie, je sais pas ce que c'est. J'ai beaucoup de talent, aucun génie. Votre père, c'est un génie. Il avait le génie. Hein? Et chez vous, il y en a aussi un petit peu Non, moins? non, beaucoup de talent. Et comment David McNeil est devenu David McNeil? Et on s'habitue à pas avoir de génie, donc on essaye de cultiver son talent. On travaille? Beaucoup. Ouais. Mais il y a quelque chose quand même au départ. Hein. L'envie, je Ouais. vous ai dit, l'envie, la curiosité, le désir de plaire, l'envie, comme tout le monde, de plaire. Il y a des gens qui veulent plaire aux chevaux, qui montent bien les chevaux, puis il y a des gens qui font de la musique. Des gens qui font de la musique. Alors avec votre père, vous avez côtoyé en tout cas des génies comme Matisse, vous en avez parlé, Picasso, Cocteau aussi, et d'autres. Qu'est-ce que vous avez appris à leur contact? Qu'est-ce qu'on apprend au contact de tels génies? Pas grand-chose, dans la mesure où j'étais trop jeune, trop gamin. Par contre, il y a une chose que j'ai appris au contact de... Cocteau, mon père n'était pas très copain. Mais Miro, par contre, Miro. De Miro, j'ai appris la modestie. Ouais. La modestie. Et c'était un homme très modeste. Et mon père l'était aussi. Et contrairement à, par exemple, Picasso, qui au contraire était très exubérant, et Miro, un jour s'est penché, j'avais 5 ou 6 ans, et je dessinais sur une feuille de papier. Et tout à coup, je vois ces deux vieux messieurs qui sont, bon, c'est mon papa, puis c'est un copain de mon papa avec des cheveux gris. Et Miro dit, tu vois, Marc, pour dessiner comme ce gamin fait, j'ai mis 70 ans. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est que c'est évident que si quelquefois si on joue une note de guitare, et les gens disent, mais alors, dites-moi, votre chanson, c'est simplement une... Alors, tout le monde peut le faire, dit, vous avez raison. Mais moi, ça m'a pris 50 ans pour la jouer comme ça. C'est vrai, c'est du boulot, et du boulot, et du boulot. Et écrire une phrase... Du boulot et de la passion. Et de la passion au départ, et puis du boulot. Faire une phrase simple, ça veut dire éliminer tout ce qui est compliqué, tout ce qui est superflu. Parce que quand on écrit au début, on écrit. C'est ça qu'il faut. C'est comme on est adolescent, on fait plein de bêtises, puis on finit par plus rien faire du tout, mais on n'a pas le choix. Ce qui est un autre problème. Mais d'arriver à savoir que quand Picasso faisait un truc, je pense que c'est une citation de Picasso. Quelqu'un lui a dit, oui, mon fils en fait autant à 3 ans. Il dit, oui, mais il faudra rajouter 70 ans à ces 3 ans pour le faire comme moi je le fais. Ouais. Et alors, justement, vous citez Picasso, je citais Prévert. Il disait, un peintre, ça donne l'exemple du bonheur. C'est aussi ce que vous pensez? Un peintre, ça donne l'exemple du bonheur. Un chanteur, un interprète, ça donne l'exemple du bonheur. Un artiste, ça donne l'exemple du bonheur. Ça devrait. Ça c'est dans l'absolu. Maintenant, il y a des peintres qui soutinent, par exemple, l'horreur, la tristesse. Gréco, c'est un peintre que j'admire, mais il y a aucune lueur de bonheur chez Gréco. C'est sombre. C'est sombre, c'est sinistre. Et puis vous avez Titien. Et puis, tout à coup, vous avez Tintoret ou Botticelli, où ça, c'est le bonheur et le bonheur. Alors, c'est le choix de l'artiste à donner du bonheur ou matière à réfléchir. Matière à réfléchir. Shakespeare, c'est sinistre, mais il y a aussi des pièces qui sont... Mais le songe d'une nuit d'été, c'est la chose la plus joyeuse de la planète. Mais si vous voyez la tempête, mon Dieu, mais vous dormez plus la nuit. Et alors, au centre, bien entendu, de l'œuvre de votre père, c'est le judaïsme. Alors, est-ce que c'est la nostalgie de son enfance, ça, comment vous dites? Vitebsk, en Biélorussie? Refaite. Vitebsk? Vous n'arrivez pas à le prononcer? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, hein? Vitebsk. Vitebsk. Non,
Ok. On n'y arrivera pas, j'y arriverai pas. Vas-y. C'est en direct ou c'est monté? Oui, ça ne sera pas coupé, ça sera comme ça. Ok. Hein. Et la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'être juif pour être sensible à la peinture de Marc Chagall? Oh mon Dieu, non. Hein? Non. Oh hein. mon Dieu, non. Non, attendez. Non. Non. Est-ce qu'il faut être gaucher pour être sensible au tennis de McEnroe? Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est vrai que Chagall, il lisait la Bible chaque nuit avant de s'endormir? Absolument. Ouais. Pas toutes, mais il lisait quelques versets de la Bible tous les soirs. Il vous en Tous les parlait de soirs. la Bible? Il vous en parlait de ses lectures? Non, il ne m'a jamais inculqué quoi que ce soit de religieux. Il ne m'a jamais amené dans une synagogue, jamais. J'étais dans une synagogue pour voir des vitraux qu'il avait faits, Oui. mais après sa mort. Mhm. Il m'a jamais. Il était. Attendez. Le problème, c'est que comme il représentait l'être humain, et que dans sa famille, qui était ascétique et vraiment conservatrice, on ne pouvait pas représenter l'être humain, il a été rejeté. Et le fait d'avoir été rejeté par une communauté qu'il aimait profondément... Donc la communauté racidique, hein? Voilà, ça l'a blessé terriblement. Mais, bon, représenter un des tableaux les plus connus de Chagall, c'est le rabbin. Le rabbin vert, mais on n'a pas le droit de représenter un rabbin. Mais alors ça veut dire que quelque part, Chagall, il a modernisé le judaïsme, quelque part, avec ses peintures. Modernisé, non, parce que pour être modernisé, il faudrait que des gens l'acceptent. Il a provoqué. Il a provoqué le fait qu'on essaye d'accepter, peut-être éventuellement, de changer 2 ou 3 dogmes. Mais Chagall n'était pas dogmatique. Il supportait pas le dogme et il pensait... Et il a dit une phrase qui est parfaite. C'est « Si je dessine le visage d'un homme et d'une femme, et que c'est contraire à la religion, pourquoi est-ce que Dieu m'a donné la possibilité de dessiner l'homme ou la femme ?» C'est tout. Et alors, il n'était pas religieux, votre père, et pourtant... Religieux, totalement, mais il était mystique. Mystique. Alors, il a quand même tenu à ce que vous soyez circoncis, et puis vous avez fait aussi votre bar mitzvah. Non, bar mitzvah, je l'ai pas fait. Vous avez fait des travaux d'approche pour votre bar mitzvah, vous avez Non, rencontré le rabbin Kaplan. Oui, mais ma belle-mère, qui était une magicienne ou une sorcière, a coupé court. Mais non, bar mitzvah, j'ai pas fait. Par contre, donc, je suis ce qu'on appelle un juif converti. Et à chaque fois que certaines personnes un peu trop religieuses me le reprochent, je dis, mais Moïse l'était aussi. Vous avez des souvenirs de votre circoncision? De Moïse, non. Non, je suis âgé, mais souvenir à 8 jours, Oui. Dites-moi, j'ai une mémoire Oui. assez fondamentale, mais à 8 jours, peut-être les fesses de l'infirmière. Et alors, le rapport entre Chagall et la religion juive, c'est quoi? Alors, la religion, je vous le disais, comme il a été rejeté, parce il représentait la personne humaine qu'on ne peut pas représenter. Il s'en est libéré et est devenu, disons un mystique fondamental, mais ne fréquentant ni les lieux de culte, ni les gens du culte. Je n'ai jamais vu de rabbin à la maison. Il m'a jamais, je vous le disais, amené à une synagogue. Mais il lisait la Bible. Et il disait, j'ai un rapport directement avec le directeur. Et moi, il me disait, pourquoi passer par les commerçants? Ouais. Les commerçants. Les commerçants, ouais. Et vous avez quel rapport vous avez avec le judaïsme et la religion? Je ne vais pas vous le dire. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes croyant ou pas? Comment? Bien sûr. Ouais. Mais je ne vais pas approfondir parce que c'est quelque chose qui est profondément personnel. Et non, je ne pense pas que non, je n'ai pas envie d'en parler. Non, bah vous dites ce que vous voulez. Et en tout cas, dans votre livre, vous parlez de votre premier voyage en Israël au début des années 70. Et vous écrivez que pour un Européen, Israël est quelque chose d'assez déroutant. Aujourd'hui, 2023, quand on voit l'évolution de l'État et de la société israélienne, est-ce que c'est pas encore plus déroutant qu'au début des années 70? Alors, bon, quand j'étais pour la première fois en Israël, ça m'a étonné que ce soit aussi bordélique. Parce que c'était inconcevable. Mais tout fonctionnait.
Aujourd'hui, la société israélienne, j'en suis fier. Parce que les gens dans la rue qui défendent la démocratie, les gens qui sont descendus, qui sont âgés, qui sont jeunes, et qui défendent cette démocratie contre en anglais, on dit old hats. Les fanatiques. Non, les vieux chapeaux, les vieux birbes. Et que représente Netanyahou et sa bande et tout. Et je suis heureux que la jeunesse soit descendue dans la rue pour défendre cette démocratie. Et comme vous le dites, pas seulement la jeunesse. Pas seulement la jeunesse. Et même bon, les fondateurs de l'État, évidemment, sont morts les uns après les autres. Mais ça m'a plu que le président Herzog prenne la parole, lui qui n'a aucun pouvoir, et disent retirez ce projet. C'est antidémocratique, ce n'est pas Israël. C'est pas Israël, d'ailleurs, vous parlez d'une anecdote, quand votre père est allé, je crois, en 52 en Israël, c'est Ben Gurion qui lui a remis une Bible dédicacée. Oui. Ben Gurion, on est loin de Ben Gurion aujourd'hui. Eh bien, la jeunesse revient. Ouais. Et les fondateurs d'Israël, c'est-à-dire Ben Gurion, et puis n'oublions jamais qu'Israël, c'était un pays fondé par des socialistes, et on se souvient quand même de gens comme Shimon Peres, et on se souvient de Rabin. Et tout à coup, la jeunesse, qui s'est laissée bercer un peu par la facilité de Netanyahou et ses dirigeants, maintenant se révolte contre le fait de vouloir changer la Constitution. Et Israël restera une démocratie. Et ça vous fait du bien quelque part, je le sens. Hein ? Vous dites ouf. Bonheur. Marché de l'art, je voudrais qu'on parle du marché de l'art. Qu'est-ce qui dit l'état d'un pays, d'une culture, le marché de l'art ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Le marché de l'art. J'étais resté en Israël. Oui, je sais, mais je passe d'un sujet à l'autre. Qu'est-ce qu'il dit de l'état d'un pays, le marché de l'art ? Qu'est-ce qu'il dit de l'état d'un pays, de la culture d'un pays, le marché de l'art ? Mais attendez, le marché de l'art, il est international. Il n'y a pas de culture. Quand on parle de marché, il n'y a pas de culture. Ça n'existe pas. Il y a une bande d'escrocs. Mais ça peut être pour acheter du sucre ou du maïs ou du café. Et on achète de l'art. Bon, il se fait qu'il n'y a pas de taxe sur l'art. Donc on a décidé de il n'y a pas d'ISF sur l'art. Il n'y a pas de suite. On peut acheter, vendre, etc. Bon. Et il y a des gens qui auraient pu acheter du sucre ou du café au Brésil ou n'importe quoi et qui tout à coup se sont dit, bon, on va essayer de faire. Donc, un exemple, c'est j'achète 100 un tableau à Paris que je revends à un copain à moi dans une vente publique qui vaut 1000, qui est revendu au Brésil 2000 et qui finit à Christie's à 100 000 et qui finalement va valoir 1 million. Donc c'est du vent. Ce sont des marchands de vent. Et moi, je parle d'émotion, c'est-à-dire je vois un tableau, je l'aime, je l'achète pas. Il y a des gens qui misent sur l'argent que vaut un tableau, mais c'est comme du sucre. Et quand vous voyez les prix qu'atteignent les œuvres de votre père, ça vous donne pas quelque part le vertige ? Elles sont très, très, très raisonnables. Ouais. Quand on compare une toile de mon père qui se vend, disons, on va dire 300 000 ou 500 000 francs, et qu'on voit que quelque chose va se vendre 30 millions de dollars, qui représente une boîte de conserve, c'est la différence entre l'art et l'émotion, et le marché de l'art. Il n'y a pas de marché de l'art pour Chagall. Ce sont les gens qui veulent... Bon, je parle pas des psychanalystes de la 5e avenue, Upper East Side à New York, qui veulent tous un Chagall chez eux, qui la plupart sont faux. Je parle pas de ça. Il y a de beaux Chagall ici, hein ? C'est les vôtres. C'est les vôtres. Et alors, on arrive à la fin de cette émission. C'est dommage, parce qu'on commençait à... Ouais. Il vient d'où, mon père ? Allez-y. Là. Lindbeck. Oui, et ben voilà. Voilà, on arrive. En conclusion, David McKenna, une chanson, un succès, c'est pour parler de vous, ça appartient quelque part à la mémoire collective d'un pays. Ça vous fait quoi d'appartenir à la mémoire collective d'un pays ? À travers vos chansons. Non, attendez.
Attendez, moi je fais pas partie de la mémoire collective. Je suis un minuscule atome dans ce qui a pu faire un peu plaisir à des gens à une certaine époque. Maintenant, si j'ai fait des chansons qui ont pu faire danser des gens, et si jamais sur une de mes chansons il y a un couple qui s'est créé, alors c'est mon bonheur. Merci. En tout cas, avant de conclure, je rappelle, David McNeil, que votre livre, Quelques pas dans les pas d'un ange, est publié chez Gallimard. Merci en tout cas de votre témoignage. Bon dimanche sur Radio J et à la semaine prochaine. Merci.